Oh, merci. Je suis morte, vous savez ce que c'est. Ouais, sûr. La pipe, ça essouffle. La classe. Ce générique n'a jamais été aussi raccord avec ce dont on va parler. Retour dans les années 80. Avec Sophie qui est de retour. Pas trop vieille pour ces conneries. Sarah, est-ce que tu es trop vieille pour ces conneries? Contrairement à ce que Non. pourrait dire Couscous. Non. Jamais. Coucou. Coucou. Et Olivier, t'es trop vieux? Ah bah non, moi j'ai jamais été aussi jeune. Donc, Parce que les vieux C'est disent- Benjamin Button. Benjamin Button du podcast. Il a jamais C'est été ça. aussi jeune. Je suis trop jeune pour ces conneries. Plutôt. On C'est pourrait ça. dire ça comme ça. Donc, cet épisode de Phase B est un épisode spécial L'Arme Fatale, où on va faire les 2 premiers films. Parce qu'au départ, grand fou que j'étais, je me suis dit on va faire les 4, et même la parodie en un seul épisode. Ouais. Et j'oublie Bien qu'en sûr. fait, il y a une vie à côté. On n'a pas 5 heures devant nous à 21h. c'est ça. Globalement, ça a été relativement vite de voir les 2 premiers. On aurait pu J'avais voir pas de peut-être le C'est 3e. organisé. Non, mais il a parlé de la durée du podcast. Ah Oui, c'était ça surtout. Ouais. Ouais. Oui, Ah, effectivement, moi, je parlais j'oublie. de 5 heures dans ma vie perso. Hein. Sarah, le La truc joie. direct, quoi. La joie. Sarah, ça va être notre Roger ce soir, quoi. Roger. Roger. J'ai la référence. Je suis vraiment très vieux. Seuls les très vieux auront ce truc. C'est vrai, c'est vrai. Roger. Roger. Bon, Sarah, justement, à part L'Arme Fatale, qu'est-ce que tu as fait culturellement, rapidement? J'ai été au 200. Cinoche. Ouais. J'ai vu La Zone d'intérêt qui est sortie le mois dernier, au début du mois, je sais plus, avec Sandra Hüller notamment. Moi j'appelle Sandra Müller depuis, je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Sandra Müller alors que c'est pas du tout son nom. Qui était dans Pourquoi pas après, Anatomie d'une chute, après tout. dont on entend beaucoup parler aussi en ce moment. La zone d'intérêt, donc ça traite le pitch rapidos, enfin c'est un pitch. On suit pendant la Seconde Guerre mondiale le quotidien d'un espèce de cadre nazi à Auschwitz qui est le responsable du camp de concentration. Donc on passe un moment avec lui et sa famille. Et c'est un film dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Moi j'avais envie de le voir parce que j'étais assez intéressée d'avoir... au vu des retours que j'ai eus, j'avais vraiment envie de le voir. Et c'est assez intéressant. C'est pas le film qui va changer, je pense, la face du monde telle qu'on l'entend, mais en fait c'est très insidieux. Et c'est très intéressant la façon dont on est vite porté en fait par le quotidien de cette famille de nazis horribles. Il se passe des choses horribles, on ne les voit pas, on les entend, et on se rend compte en fait qu'au fur et à mesure, on va presque oublier ce qui se passe et l'horreur de ce qui se passe derrière, et c'est vrai que la froideur avec laquelle est traité le sujet est vraiment intéressante, donc je le recommande. Et puis sinon, j'ai vu Dune 2 hier, en avant-première, je ne vais pas trop spoiler, si More ce of n'est the que... same. Voilà, More of the Same. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est clairement un sujet qui aurait dû être soit traité en série. Très honnêtement, je pense que ça aurait été un format parfait pour ça, parce que l'univers est tellement riche. On sent que Denis Villeneuve a voulu faire vraiment les choses bien, rendre hommage, etc. Mais il essaye de mettre tout dans très peu de temps, et pourtant ce temps-là est malgré tout très long. C'est quand même 2h45 encore pour celui-ci. Moi, le temps m'a paru excessivement long, et puis j'arrêtais pas de me dire mais on va s'arrêter en fait, il va y avoir une suite. Alors oui, il y a une suite qui va arriver en 2027, mais voilà, il y a 27 des...
Ouais. Ah, ça me laisse le temps de rattraper les deux premiers. Il est pas écrit encore, hein, donc on a le temps. D'accord, il a ok. largement le temps. Il est différent du premier, il est un peu plus action, il y a quelques maladresses, et puis surtout il y a trop d'ellipses, on est perdu à chaque fois, toutes les 2 secondes, je suis en train de me dire où est-ce qu'on est, en quelle année, sur quelle planète. C'est un peu dommage. C'est très beau. Oui. Mais bon, il faut le voir. Voilà, moi je dirais à tout le monde de se faire son avis. Il y a eu des avis dithyrambiques, hein, donc il y en aura très souvent. C'est vrai que c'est un blockbuster différent de ce qu'on a l'habitude de voir là ces dernières années. Après, c'est vrai que c'était- Dune, c'est très très compliqué à adapter. Hein. Oui, c'est très compliqué. Moi, j'ai pas lu les livres, j'ai le jeu de société. Déjà, rien que le jeu de société, il est grave compliqué. Mais alors, j'imagine. Non, mais j'y ai joué quand même C'est 2 vrai. fois dans ma vie. Ça m'a pris à chaque fois une journée entière. Une demi-journée pour comprendre les règles au début, et l'après-midi pour y jouer. Alors, j'imagine pas d'adapter les livres, etc. quoi. Donc, c'est un beau challenge. C'est un peu dommage, mais à voir quand même. C'est vrai qu'après, les livres, je pourrais dire allez-y, lisez-les, mais c'est pas la porte d'entrée la plus facile pour l'univers de Dune. Clairement pas. Je pense que Denis Villeneuve a quand même fait un beau travail là-dessus. Peut-être pour intéresser. Il y avait Les Enfants de Dune dont on avait parlé dans un podcast il y a déjà un petit moment maintenant, qui est une série qui a bien fonctionné aussi, mais bon, ça faisait partie d'un autre pan de la saga. Si, il y a bien un truc, mais faut aller chercher dans un jeu rétro qui date des débuts des années 90. Il y a eu des Un comics, jeu- non Il y a eu des comics, mais ils sont pas bons. Oh. Non, ils sont pas bons, malheureusement, ils sont pas bons. Et le seul truc qui est accessible, qui fait pas trop d'ellipses et qui permet de déjà voir une bonne partie, vraiment, c'est le jeu qui date de, je crois que c'est 92. Dune, qui est juste le nom Dune, et en fait c'était un point and click. Et c'était vraiment. Ouais, c'est ça, à la mist, avec de belles musiques, tout ça. Un jeu fait par un studio français. C'était Cryo à l'époque. Et moi, c'est un jeu qui m'a absolument marqué pour tout ça, quoi. Oui. Non, pas Cryo, Pas Trio. Pas Trio non plus. Les Cryo. hippies, avec un les C. hippies avec leur, Ouais. avec leur guitare pour adapter. Tu vois les Atreides qui chantent l'hymne de nos campagnes à un moment. Voilà, c'est ça. Les Atreides dans Sarwell qui sentent le pipi. Bravo. Bah, en même temps, les autres, là, les Fremen, c'est un peu Oh, ils doivent sentir le pipi aussi. C'est c'est un ça. peu les trios du désert. Le trio du désert. J'aime bien. Entre. Ils se défoncent aux épices, ils dorment dans des tentes. Bon, bah. On y est presque. Entre Lucie Lolès de la semaine dernière et les trios du désert, je pense que là, on est sur une bonne lignée. Ok, donc Dune, très très bien. Dune, enfin, partie 2. Ça va 2 Sophie. semaines. Hein. Alors, bah, moi, depuis la dernière fois où je suis venue, donc depuis décembre, j'ai repris Doctor Who. Parce que, meilleure série du monde et qu'il faut se préparer. Sauf qu'ici, il n'y a pour, pas de série. Oui, mais. Attention. Oui, mais. Bon, bah, Sinon, j'ai on verre pas des hâte. sables. Et non, mais en fait, j'ai pas vraiment regardé de film. Anus des sables. Ok. À part. Putain, c'est dur d'enchaîner, bordel. J'ai revu Vice Versa avec Apolline qui a Ouais. voulu regarder ça. Donc, sans surprise, hein, j'ai fini complètement comme un pruneau en plein milieu du film Pauvre après la Big disparition Bang. de Big Bang. Voilà. Bah, comme les gens dans Dune, en fait. Voilà, on revient à ça. Ils finissent comme des pruneaux. Et en fait, non, moi je vais aller au cinéma, mais la semaine prochaine, puisque c'est les vacances et que ma fille sera chez ma mère, donc c'est là où je pourrai parler de la zone d'intérêt que j'ai prévu d'aller voir. Et j'ai un autre film encore à choisir, donc il y a de grandes chances que ce soit Argyle et que je prenne sur moi sur les armes à feu pour aller voir Henri et sa coupe de balai à Et chiottes. alors, de ce que j'ai vu, apparemment, Henri, tu le vois 2 minutes, hein, et puis c'est fini. Alors, j'ai un pote qui est journaliste chez Allociné, il m'a dit qu'on le voyait un peu plus quand même. Oui, Donc, 5. Et je crois que c'est pas je crois que sa coupe de cheveux, c'est pas le pire du film, surtout. Hein. De ce que j'ai lu, ouais, de ce que j'ai lu, ça a l'air quand même d'être un peu C'est quand caca, même ouais. un gros four. Non, il y a ça, ou sinon j'avais quand même très envie d'aller voir Pauvre Créature, donc s'il passe encore dans les ciné vers chez moi, je pense que ce sera celui-là, l'autre. Avec mais- Emma Stone. Ouais, voilà. Donc, mais ouais, non, j'ai pas vraiment vu de film à part L'Arme Fatale récemment.
Mais t'as lu, par contre? T'as joué? Moi, je vois plein de lectures intéressantes sur ton Instagram. Alors, en fait, ce qui s'est Moi, je suis une passé... grosse poucave. T'es connasse. Non, en fait, je me suis prise de passion pour tout ce qui est dark romance ces derniers temps. Et je lis des livres et à chaque fois, j'arrive à relever le niveau pour lire un livre encore plus merdique que l'autre. Et j'y passe ma thune et ça fait chier, mais j'y passe ma thune. Et récemment, j'ai lu Lexstone de Sarah Rivens. Et honnêtement, si vous aimez les hommes qui aiment taper les femmes et les femmes qui ont un syndrome de Stockholm qui est très très élevé, honnêtement, lisez ce livre parce que c'est catastrophique. On dirait que ça a été écrit par une ado qui commence à connaître ses premiers émois et c'est un enfer. Donc voilà, et puis en jeu vidéo, non, j'ai pas trop joué non plus. Non, franchement, en fait, ouais. Là, je suis en train de lire Lore d'Alexandra Bracken, qui est bien, mais pas top. Donc, ouais, non, c'est pas c'est pas une bonne cuvée, moi, en ce moment. Ouais. On patauge dans la médiocrité, quoi. Je suis un peu scar. Voilà. Belle référence. Ouais. Voilà. Ok. Olivier. Moi, j'ai vu un film qui est un peu un ovni cinématographique que je voulais découvrir depuis longtemps et que j'ai enfin pu découvrir, qui s'appelle Phase 4, qui est un film de Saul Bass. Et Saul Bass, je sais pas si vous connaissez, il est quand même assez connu normalement. C'est un graphiste qui a notamment fait beaucoup de génériques pour Hitchcock, Scorsese, et qui a fait aussi beaucoup d'affiches de films, qui a fait beaucoup de pubs aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est culte parce que quasiment tous les designs des grosses des trucs des objets qui sont vendus aux États-Unis ont été designés par Saul Bass. Donc c'est notamment les Kleenex, les boîtes de Kleenex. C'est un design qui a été fait par Saul Bass. Donc dans la vie quotidienne, il a fait des choses et dans Je suis désolé, j'ai failli partir sur une blague très 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 en dessous de la ceinture. Oui, je vois à peu près avec avec la boîte de Kleenex, donc et je sais plus ce que je disais. Et donc oui, c'est un personnage, c'est un personnage qui me fascine depuis longtemps parce qu'il a fait des affiches absolument fabuleuses. C'est lui qui a fait faut savoir que moi je suis un gros fan d'Alfred Hitchcock et donc je l'ai beaucoup étudié et forcément donc du coup j'ai étudié Saul Bass voilà, parce que il avait fait donc le générique de Psychose, il avait fait l'affiche de Vertigo, il avait et qui sont des choses qui sont incontournables dans la filmo d'Hitchcock. Et donc il se trouve que cet homme, il a fait aussi un seul long métrage qui s'appelle Phase 4 et qui est en fait l'histoire de deux scientifiques qui s'aperçoivent que en fait les fourmis qui en fait sont selon leur espèce, enfin selon leur race et selon leur clan, normalement en général elles se côtoient pas et quand elles se côtoient en général elles se font la guerre. Donc et sauf que là en fait ils s'aperçoivent que ces fourmis là elles sont en train de se mettre ensemble et elles sont en train de collaborer et ils s'aperçoivent qu'il y a de plus en plus de phénomènes bizarres qui se passent autour d'elles. Et donc ils se disent en fait est-ce qu'elle serait pas en train de vouloir dominer le monde et voilà. Et donc en fait il se trouve qu'ils ont totalement raison. Donc ils vont étudier ces fourmis et essayer de faire en sorte qu'elles arrêtent leur petit complot et sauf que ça va pas vraiment se passer comme prévu. Et donc voilà, donc c'est un film qui date des années 70 si je me trompe pas, et donc c'est quand même intéressant de voir
de voir un petit peu comment le sujet a été traité dans ces années-là. Et il se trouve que la grosse particularité du film, c'est que les fourmis n'ont pas été filmées, c'est ni de l'animatronique, c'est ni des effets spéciaux, ils ont filmé des vraies fourmis. Et donc en fait ils ont filmé des fourmis comme si on faisait un documentaire sur les fourmis. Donc c'est un mélange de documentaire et sur les fourmis et d'images réelles. Et donc en fait il a fallu qu'ils réfléchissent à comment filmer les fourmis pour qu'elles aient l'air impressionnantes et pour qu'on ait l'impression que elles sont en train de toutes se liguer contre l'homme. Donc ça donne un film qui est incroyable. Honnêtement, c'est philosophiquement c'est fou, visuellement c'est dingue. Ils ont réussi à avoir des images absolument folles avec des éclairages de taré. Il y a des images chocs absolument partout. Il y a notamment à un moment donné un gros plan du visage d'une femme qui tout d'un coup il y a une fourmi qui rentre dans le cadre. On a l'impression qu'elle est géante alors qu'en fait elle est toute petite. C'est vraiment filmé de manière très 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 impressionnante. On sent que le gars il est vraiment très très bon. J'aurais bien aimé qu'il fasse plus de films parce que vraiment ce premier essai est plus que convaincant. Et voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir. Ça a été réédité par Carlotta en Blu-ray, donc très bien restauré. Il y a une très belle copie qui est disponible. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir ce film parce que c'est à l'ère où on fait tout quasiment par ordinateur. C'est très surprenant de voir que, en fait, même sur quelque chose où on pourrait se dire, bah non, il faut passer par des effets spéciaux, il faut passer par que ce soit numérique ou visuel. En fait, on s'aperçoit que la manière qu'on a de filmer les choses peuvent nous faire ressentir des choses vraiment très très différentes. Et voilà, la manière que Soulbase a de filmer ses fourmis, et ben en fait ça les rend vraiment très impressionnantes et très inquiétantes en fait. Et alors que ça reste que des petites fourmis. Il y a notamment une scène en accéléré où il y a il me semble que c'est un cheval qui se fait bouffer par des fourmis. Et donc c'est en time-lapse où on voit en quelques secondes, le cheval se fait agresser par les fourmis et 3 secondes après il reste plus rien du cheval quoi. Et là on se fait ah oui. Ah oui, d'accord. Bon, c'est un peu dangereux. Donc c'est un peu dangereux. Je vais peut-être me faire bouffer par des fourmis là. Donc voilà, donc c'est une expérience vraiment visuelle à faire. Il y a très peu de dialogue et c'est mais c'est jamais chiant en fait. C'est pas du tout un truc à thèse ou quoi que ce soit. C'est vraiment une expérience visuelle et il y a du rythme. Il y a vraiment, je vous dis, il y a des plans qui sont juste incroyables quoi. Et voilà, c'était la découverte de la semaine dernière et franchement, j'ai trouvé ça vraiment super quoi. Ok, très bien, cool. Moi, en fait, j'hésite parce que je sais plus si j'en ai parlé la dernière fois ou la semaine dernière pendant Monsieur Serial Friends. Mais bon, je vais répéter rapidement. J'ai regardé donc le documentaire sur We Are the World. Ça, j'en avais parlé, je pense, la semaine dernière. Mais bon, quand j'en parle à tout le monde, je sais plus à qui j'en parle réellement. Mais en fait, c'était très cool sur Netflix, 1h30. Je n'en ai pas parlé. J'ai l'impression qu'on me regarde de travers ou qu'on m'entend plus. Mais moi, j'étais pas là la semaine dernière et j'ai pas encore écouté le pod, donc je pourrais pas confirmer. Je sais pas si les autres ont... Olivier pourrait peut-être confirmer parce qu'il est en train de l'écouter. Mais je crois pas que tu en aies parlé. Voilà, mais en tout cas, j'ai regardé ça sur Netflix. Donc cette histoire sur la chanson We Are the World, produite par Lionel Richie, le documentaire et la chanson. Et c'est cool de voir tous ces artistes, ces grands artistes en fait être très humains au bout de la fatigue parce que c'était sur le problème c'est qu'on est obligé de se taper la chanson pendant 1h30 quoi. Non, on l'entend quasiment pas. Ah d'accord, bon pas très bien. Je vais regarder alors, ça me faisait peur. On entend des bouts, mais t'entends surtout des bouts d'enregistrement, des bouts d'essais de chant, etc. Et beaucoup de
de ce qui se passe autour, avec Quincy Jones qui en peut plus de fatigue, il fait super chaud, ils sont tous dans la salle à pas savoir ce qu'ils doivent faire. Il y en a qui tapent du pied pour être le rythme, et on entend ça dans l'enregistrement, donc on demande d'arrêter. Et on a un peu l'explication. Il y en a qui voyaient même pas, quoi. Ça va être encore pire pour eux. Pardon? Stevie Oui, Wonder, il voyait bah oui, rien, oui, c'était Stevie Wonder. encore pire. Mais Stevie Wonder, petit teasing, si vous voulez entendre Stevie Wonder imiter Bob Dylan à la perfection, il faut regarder parce qu'il le fait parfaitement. Et ça avait été filmé dans quel cadre en fait? C'est un documentaire qui existait déjà, qui a été restauré, oui, ou c'est En fait, t'as des interviews de certaines personnes aujourd'hui, mais le tout est entrecoupé en fait de tout ce qui a été filmé pendant l'enregistrement. Donc tout l'enregistrement a été filmé de A à Z, et donc c'est vraiment des images d'archives. Et ces images d'archives ont aussi servi à faire le clip, parce qu'en fait tout était filmé, tout ce qui était filmé. Oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais. Et donc en fait. Mais c'était filmé en vidéo à l'époque, enfin c'était un peu dégueulasse quand même. Le clip, il était pas très. Ouais, beau, mais là c'est pas mal, retapé quand même. C'est très 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 regardable. Niveau son, niveau anecdote, c'est assez fou. Ça permet de comprendre pourquoi Bob Dylan il a l'air complètement perdu dans le clip. En fait, il y a vraiment des explications à tout ça, et non, franchement, c'est savoir. Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, il se sent très petit à côté de tout le monde, à côté de Diana Ross, etc. Alors que lui, il dit, ben moi, je suis pas vraiment un chanteur. Qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est un peu ce qu'il dit. Il a pas tort. Bah, il a pas tort. Moi, j'aime beaucoup Bob Dylan, mais c'est pas vraiment un chanteur. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont fait passer sa tête qu'on voit dans le clip pour, en fait, il s'emmerde, voilà. En fait, non, c'est juste qu'il est impressionné, et puis il se dit, je sais pas, et puis on arrive à lui faire dire, bah si, t'as quelque chose à avoir là. De toute façon, un mec comme Bob Dylan, s'il a pas envie d'être là, il est pas là. Hein. Donc c'est pas lui qui va aller chercher la petite célébrité. C'est pas le genre, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Et sinon, mais très récemment, parce que c'était hier soir, avec beaucoup de retard, parce que vous savez, quand on a des enfants, tout ça, aller au cinéma, voir des films pour les grands, c'est un peu compliqué. J'ai pu enfin voir, enfin c'était à la base surtout pour ma femme, c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ah oui. Donc on dirait une espèce de préquel qui parle de Coriolanus Snow, qui est le grand méchant, on va dire, de Hunger Games. Moi j'avais pas lu le livre, elle avait lu le livre. C'est quelque chose qui est apparemment très très bien adapté. Ils jouent tous très très bien, et surtout c'est d'une noirceur et d'une violence que pour avoir vu les autres films, j'avais pas vu ça avant, quoi. Et ça permet ça a plus de profondeur, que je trouve, par rapport aux Hunger Games de base. Donc c'est vraiment très intéressant à regarder. Et je pense que ça peut même se regarder sans forcément avoir vu les 3 autres films ou lu les 3 autres livres, parce que ça a des thématiques assez intéressantes sur l'évolution d'une personne en plein milieu d'une guerre, et surtout en plein milieu d'une volonté de grandir et de gravir les échelons. Et franchement, c'était vraiment très très cool, même si ça dure quasiment 2h40 aussi. C'est... Voilà, quoi. Ah, les films de 2h40, j'aime pas ça, quoi. Après, mais... c'est bon, quoi. Faut poser des congés maintenant, carrément. Ah oui, non, mais pour aller voir un film, maintenant, c'est clair. Mais à voir au cinéma, parce que c'est vraiment assez impressionnant. En parlant de cinéma, moi, j'étais content en cherchant, sûrement, en Belgique, en tout cas, les Armes Fatales, dont on va parler après, les 3 premiers sont sur Netflix. Et en cherchant ça, je suis retombé sur le film Les Grincheux, avec Jack Lemmon et Walter Matthau. Je sais pas si vous connaissez ça. Non, pas du tout. En fait, c'est les Grincheux, ça s'appelle ? Les Grincheux, c'est Grumpy Old Men. Voilà, c'est un film de 93. Et où, en fait, Jack Lemmon et Walter Matthau, en fait, ils sont voisins depuis leur enfance, et c'est les meilleurs amis ennemis du monde. Mais ils se bagarrent, ils s'insultent à longueur de journée. Et en fait, il y a un jour... Ariel, qui est jouée par Anne Margaret, qui va arriver. C'est une femme d'âge mûr qui emménage dans leur quartier, et les deux vont se battre un peu pour prouver que pour essayer de se battre pour cette femme-là. Mais c'est surtout le côté très très drôle, très gamin, justement. Voilà, c'est deux vieux qui se battent comme des gamins. C'est très drôle, à coups de petites piques, d'insultes bien placées, et de gags très très drôle. C'est un film de Donald Petrie. Voilà. Et moi, ça, c'est un film que
j'ai vu, je pense, des dizaines de fois depuis que je suis tout petit. Il y en a 2. Et dans les autres rôles, il y a Daryl Hannah et Kevin Pollak qui sont aussi dans les rôles. Voilà. Ça, je sais pas si sur Netflix France, mais voilà, cherchez Les Grincheux. Il y en a 2 et c'est vraiment très très drôle de voir ces gars se... Pardon ? Ça n'a pas l'air d'être sur Netflix ? Ça n'a pas l'air d'être sur Netflix, non. Voilà. Et je finirai par un petit truc, un groupe, ça fait un moment, je crois que j'en ai vite parlé, mais PrEP, P-R-E-P, qui est un groupe de pop acidulé, très inspiration New Wave, années 70-80, avec une voix bien marquée, justement de Tom Havelock, et qui est... au départ, on pourrait croire que c'est par Daniel Radcliffe, mais en fait, il est produit par Dan Radcliffe, qui est pas la même personne. Même si quand tu cherches, forcément, tu tombes un peu sur un mélange entre les deux. Mais c'est un groupe qui avait repris du Harry Styles avec As It Was, avec une autre version qui est meilleure que la version originale, pour ne dire que ça. Et puis, si vous voulez avoir de la pop avec une voix dansante où t'as juste envie de chantonner et de remuer du popotin, faut écouter ça. Ça mélange un peu d'électronique et des sons des années 80. C'est très cool, PrEP. Voilà, je vais pas en passer là parce que on va se faire striker, ça sera un peu con. Voilà. Donc c'est pas mal pour tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Ouais, c'est bien. Moi j'ai oublié d'en parler, mais j'ai vu pour la première fois Il faut sauver le soldat Ryan. Ouais. Ça aussi c'est long à voir, faut poser un jour de congé. Ouais, c'était un film du dimanche soir, je sais pas quand est-ce qu'on l'a vu. Et c'était vachement bien. J'ai pleuré au bout de 15 secondes. Après, j'ai plus trop pleuré, mais le petit vieux du début, il s'était rien passé. Hein. Juste, j'ai vu le vieux dans le cimetière américain. J'étais déjà en larmes. Olivier s'est foutu de ma gueule. Genre, c'est bon, ça me. Il continue apparemment. Pourquoi tu pleures ? Et non. C'est un vieux. Non mais c'est exactement ce que j'ai répondu. Je dis mais c'est un petit vieux, il va retracer toute sa vie et tous ses copains sont morts, c'est horrible. Et il faut regarder Titanic avec la oui vieille. non mais de toute façon moi c'est vraiment les petits vieux, ça me fait pleurer quoi. Je sais pas pourquoi. Et du coup non. Je peux comprendre en fait. Moi aussi à Super U quand ils viennent faire leurs courses alors que c'est pendant les heures de pointe. Mais c'est parce qu'ils sont tout le temps tout seuls, ils ont besoin de contact, c'est pour ça qu'ils y vont. Moi le contact que j'ai envie de leur faire c'est un bon plaquage au sol. Hein. Mais ils sont prêts à accepter ça aussi, ils sont tellement tout seuls. On va y passer tous, hein. On va tous y passer. Moi je veux les laisser tranquilles les boubous. Bref, donc le soldat Ryan dans une copie 4K UHD, donc c'était très beau. Tu sais quoi, ça fait penser à la façon dont tu l'as dit, les boubous. Quoi ? Je sais plus c'est dans quel film ou sketch ou même une série, c'est les petits vieux, en fait, quand t'es enfant, tu pètes, on fait oh, quand t'es vieux, on fait oh aussi. Et entre les deux, tu fais oh, t'es dégueulasse. Ouais. Oui. Quelle horreur. C'est horrible. Mais en vrai, c'est vrai, hein. On va vraiment tous faire ça aussi, quoi. Bref, donc non, et moi je connaissais pas du tout l'histoire, je savais pas qui était dedans à part Tom Hanks. Je sais même pas que c'était un Spielberg, en tout cas j'avais oublié quoi. Et j'ai vraiment trouvé ça dingue. Et c'est vrai que la scène d'intro qui dure à peu près, je pense, beaucoup trop longtemps. Moi, je l'ai pas trouvé trop longue. Mais... C'est moins long que Dunkerque, hein, donc ça va. Ouais, mais franchement, elle dépote, quoi. Honnêtement, 2 secondes avant, j'avais demandé à Olivier si c'était gore, et il m'a regardé, genre, non, pas trop. Puis 2 secondes plus tard, il y avait des mecs qui se faisaient péter le visage, et puis l'autre avec des boyaux. Mais voilà, donc c'était vraiment un film bien foutu. Après, je me suis quand même posé la question on va dire du réalisme malgré tout de ce qui s'était passé. J'étais par exemple hyper étonnée de voir aucun Afro-Américain de tout le film, et vraisemblablement c'est logique en fait, c'est parce que dans cette compagnie là il y en avait pas, ils étaient sur des trucs un peu plus hardcore, mais ouais, beau film, j'imagine Oscar tout ça qu'il avait eu à l'époque, largement mérité, mais j'aimerais bien le voir au cinéma. Je pense qu'au cinéma ça devait être ouais, c'est clair, incroyable quoi.
Franchement. Bah, tu incroyable. n'as plus qu'à enchaîner avec la série Band of Brothers. Hein. Je l'ai vu déjà. Je sais Et pas si j'ai sinon, envie de la revoir là. Là, Ouais. Bah, sinon, tu passes directement sur le truc qui va arriver ou qui est arrivé sur Apple TV. Je crois C'est qu'il est quoi arrivé. Masters of the Air, Ah non, ça me dit rien. qui est aussi ça. produit par Hanks et Spielberg. Ok, Masters of the Air. Ah, mais c'est la suite de. Il n'y a pas un rapport avec Band of Brothers et The Pacific? Si, à peu près. Hein. Tout est un peu lié, forcément, déjà historiquement. Oui. Voilà. Alors, Ça mais- va bien. tu parlais d'Oscar là, il a pas du tout eu l'Oscar puisque non parce qu'en fait cette année-là il y avait un film qui était beaucoup plus fort, beaucoup plus qui était un vrai chef-d'œuvre qui s'appelle Shakespeare in Love et qui a eu l'Oscar du meilleur film alors qu'en face il y avait Il faut sauver le soldat Ryan. J'ai préféré Shakespeare in Love au soldat Ryan, perso. Mais moi, j'aime pas Spielberg. Alors, voilà. Non, mais moi Shakespeare in Love c'est même pas possible et en face il y Il avait n'a eu aucun Oscar. non, si, il a eu quelques Oscars, mais pas. Il a eu le Pas le meilleur meilleur film. réalisateur, mais meilleur film, il n'a pas eu. Parce que Shakespeare in Love était imbattable. Non, il était surtout produit par Weinstein qui arrosait tout le monde de sous pour. Littéralement, Oui. ouais. C'est. Donc. Non, parce qu'en fait, en face, il y avait aussi la ligne rouge quand même. Donc. Il a eu le Golden Globe par contre. C'est. Voilà. Ouais, parce que Weinstein a moins la main sur les Golden Globes. Enfin, c'est moins. C'est pas les mêmes globes. Ah. J'ai pensé, j'ai pas osé quoi. Moi, j'ose tout. J'ai passé 40 ans, je peux tout oser maintenant. T'as raison. J'ai plus rien à perdre. J'ai osé. Tout oser. En un mot. Non, parce que faut aussi se rendre compte que parce que là je vois le palmarès de cette année-là, c'était quand même meilleur scénario original. T'as quand même The Truman Show qui a perdu contre Shakespeare in Love. C'est quand même c'est chaud quand même. J'aime pas The Truman Show non plus. Putain, j'aime rien. Ah ouais, mais là, alors là, The Truman Show. C'était 97 du coup? Non, c'était 99. C'était la cérémonie en 99. Ouais, parce que c'est sorti en 98, effectivement. Ah ouais, c'était là, il y avait La vie est belle aussi en face. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. J'ai Ah, détesté. bah, J'ai Qui tellement a détesté. détesté? Moi. Fred? J'aime pas Roberto Benigni, en fait. Je veux pas le supporter. Moi, j'aime pas Benigni d'habitude, mais là, je dois dire que j'aime beaucoup le film. Ouais. Purée. Bah, du coup, faut que je regarde Shakespeare in Love, j'ai jamais vu. Ouais, bah sans moi. Hein, Il par faut, contre, hein. j'en sais rien. Je hais ce film, quoi. Ah, il faut que je regarde Roméo plus Juliette et après Oui. Shakespeare in Love. Enfin, regarde juste Roméo plus Juliette. Attends. T'as jamais vu Roméo plus Juliette? Non. Il est sur Disney+, moi, déjà, je te le dis. Ah, bah Il est sur Disney+, je l'ai revu pour la 50e ou 60e fois. Je l'ai vu 21 fois au cinéma, quand même. Voilà. Ok. C'est ma petite victoire personnelle dans la vie. T'as fait quoi dans ta vie? Bah, j'ai vu Roméo plus Juliette 21 fois au cinéma. Ma mère me filait de la thune, j'allais au cinéma le voir à l'époque. Attends, t'as 21? 21 fois. Mais... Attends, parce que je disais oui depuis tout à l'heure, mais... En fait, Mais 21 Non, mais c'est quand même beaucoup, quoi. Oui, Alors, on est... Ah ouais, quand même. Non, il on est en est pas si on est en il est pas si long. 97. Il dure 2h30. On est en 97. Il dure pas 2h30 Si. Ah ouais On est en 80... Ah merde, je me On est souviens en pas. 97. C'est tellement J'ai long. 14 ans. Je découvre Leonardo DiCaprio dans un Shakespeare. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Déjà en 97, j'ai pas internet. 3 fois au cinéma. Et voilà. Donc, Bah voilà. Oh, l'arrêté d'année, quand même. 300, je l'ai vu 7 fois. Tu vois, c'est rien à côté. Ouais, et cette fois, tu l'as vu 300 fois. Seven, tu l'as vu 300 fois. J'ai quand même pas une vie de merde à se Et je- faire, quand même. Ouais, mais par contre, ça mérite d'être vu 300 fois, Seven. Oui, Attends, 2h30, c'est beaucoup quand même, hein, fois 21. ça passe tout seul. Titre. Attends, ça fait 120, C'est beaucoup quand même. Hein. 30, 150 fois 20. Ça fait un peu beaucoup là, non? Ouais, 52 Eh ben, j'ai passé- heures, t'as passé 2 jours de ta life devant ce film. Non, parce que je l'ai revu une trentaine de fois depuis, parce que j'ai le DVD aussi. Donc, La tête de Sarah. Je trouve ça j'aime ouf. beaucoup Baz Luhrmann. Voilà. C'est comme si elle avait passé une semaine entière avec. Est-ce que si je te dis que j'ai jamais vu Moulin Rouge, tu vas me buter ou quoi?
Voilà. On peut parler de l'arme fatale, s'il vous plaît. Oui, on va faire ça. En Ça même, devient temps, désagréable. en même temps, elle aime pas le Truman Show, donc. Est-ce qu'on... Mais c'est le film, il est fait pour faire chialer dans les chaumières, là, ça m'énerve, j'aime bien. Ouais, eh ben on va chialer. Bah, avec... c'est un des seuls films qui arrive à me faire chialer, donc. Moi, Allez. j'ai oublié. Ou alors, je l'ai jamais vu. L'arme fatale, j'ai dit. Il veut pas lancer le son. Sur les C'est chiottes. con. Les gars comme toi crèvent pas sur les chiottes. Et comme je suis là et que moi, j'ai pas envie de partir tout de suite. Bien. Alors, allons-y. D'accord. À 3. Non, attends, laisse-moi entrer dans la baignoire. Oui. Alors, c'est moi qui donne. À 3, hein 3, t'es d'accord 3. Bon, oui. Bon, alors. 1. 2. Non, attends une minute, quoi Est-ce qu'on y va à 3 Ou on fait 1, 2, 3 et on y va Bah, c'est ton cul, cochise. Je veux dire, c'est comme tu veux. Mon cul, oui. 3. Quoi, 3 On y va à 3. 3, oui, d'accord. 1, 2 et ensuite 3. Oui. D'accord. 1. Martin. Quoi Je sais. Oui, je sais. J'adore ce truc. Et j'adore cette VF. Ça, de toute façon, la VF, elle est top. Elle est tellement top que je la connais tellement que le voir en anglais, c'est con, hein, mais c'est difficile pour moi. Ouais, ça me fait la même chose sur Pulp Fiction, donc je le connais tellement par cœur en français que j'ai vraiment beaucoup de mal à le regarder en. Et c'est surtout, en plus de VO. ça, ici, là c'était un extrait du 2, hein, parce qu'on a vu le 1 et le 2, mais dans le 2, on a la rencontre, on en parlera après, avec Joe Pesci qui joue Léo Getz, et la voix de Léo Getz, en français, elle fait tout. Elle transcende le personnage, quoi. Mais je trouve que là, enfin, moi, on l'a revu en VO, mais moi, je me rappelais pas des voix de la VF parce que je l'ai vraiment vu petite. Et quand je l'ai revu une fois grande, c'était en VO. La voix de Mel Gibson et de Danny Glover sont quand même très similaires. Là, j'ai eu du mal à, tu vois, à savoir. Je me suis fait la même réflexion. Ouais. C'est vrai que, mais c'est vrai. En fait, le truc, c'est qu'on a, Jacques Frantz et Richard Darbois qui font les VF. Et donc Jacques Frantz fait Mel Gibson et Richard Darbois fait Danny Glover. Et forcément, quand on écoute les deux comédiens, les voix sont très très proches. C'est vrai. Ça, là-dessus, effectivement. Mais il y a un petit truc, c'est très très léger, la différence est très légère dedans, mais là, quand on a que le son, forcément, on peut avoir un peu plus de mal. Alors, L'Arme Fatale, c'est donc une série de 4 films, donc réalisé par Richard Donner, hein, à qui on doit quelques petits films. Hein, Un réalisateur très peu connu. Oui, J'ai jamais entendu parler. Un réalisateur niche. Il est surtout connu pour les kebabs. Merci. J'allais la faire. Maître kebabier dans son pays. Exactement. Ouais. Non, non, mais après, juste, enfin, il a fait d'autres choses niveau télé, etc. Mais juste avant L'Arme Fatale, donc 2 ans avant, il réalisait Les Goonies. Excusez du peu. Ah bah ça il faut voir. Et Lady Hawk aussi la même année. Ça un peu moins connu mais franchement aussi à voir. On a Génération perdue de Lost Boys de Joel Schumacher. On a Phantom en fait que moi j'aime vraiment beaucoup aussi avec Bill Murray. Et après bon oui c'est vrai que ses grands films c'était voilà c'est ça c'est L'Arme Fatale, Assassin, Complot, Maverick. Voilà. Superman. Non il n'existe pas Superman. Lequel? Je Avec sais. Brandon Clouse. Rousse. Non, c'est le 2. Non, ouais. Mais après, il est surtout acteur dans le 2. C'est, il avait fait une version, mais c'est Richard Lester qui a dû reprendre le truc. Puis après, en 2006, il a sorti le Richard Donner Cut pour Superman 2. Voilà. Et puis en plus de ça, il joue dedans un homme qui marche. C'est son rôle.
c'est le meilleur rôle Ça fait penser possible. au rôle de Stan Lee dans les trucs de Marvel, c'est homme qui boit, homme qui traverse la Le- route. Et puis pour Superman, c'était le premier Superman en 78. Mais c'est vrai qu'il y a eu Avec Christopher Reeve. effectivement, qui ne marche pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il marche contrairement à Superman. C'est chaud. Hein. C'est très très Il y a chaud. du niveau. C'est lui qui a fait sauver Willy. Produit, non? Ouais, C'est ça je pense. Ah, peut-être un peu. Ouais, parce qu'il a pas réalisé ça. Ouais. Et donc voilà, L'Arme Fatale, où on retrouve entre autres Mel Gibson et Danny Glover dans le duo. Hein. C'est un buddy cop movie, hein, comme on pouvait faire dans le... Oui, pourquoi tu montes au 3? Non, j'ai fait duo. Ah, ok, d'accord. Comme dans Fort Boyard. Oui, c'est ça, je me suis dit, tu t'es pris pour... Passe-partout. Passe-partout. Effectivement. Donc en 87 pour le tout premier, je perds mes fiches. Ben tiens, non, je trouve que 83 c'est pas mal, ça se défend bien. Il n'y a pas eu Team l'Arme Fatale en 83. 83 en tout cas. Hein. Non, je sais. Il y a eu plein d'autres choses. Donc en 87, puis très vite, 2 ans après, on aura donc le 2, donc en 89, le 3 arrivera en 92. Et par contre, le 4 mettra un peu plus de temps et arrivera en 98. Et ça, j'aurai quelques anecdotes sur ce film-là quand on en parlera. C'est un film qui a eu quand même des petites recettes, un petit 120 millions de dollars au monde. Hein. C'est un des plus gros films de l'année. Le 2 fera encore mieux. Et ça parle de quoi? Ça parle d'un flic, Roger Murtaugh, qui est à la police de Los Angeles, qui à 50 ans, on lui fait un petit cadeau sympathique, on lui met un nouveau coéquipier qui est un petit peu instable, on va dire, hein, en la personne de Martin Riggs, un petit peu instable. Ça, c'est la base même en fait des films. Après, chaque film aura son enquête et son intrigue principale, qui est ici le décès de la fille de Michael Hunsaker, qui est un ancien pote de Roger Murtaugh dans les forces spéciales des corps, fait des Marines. Et derrière tout ça, il y a toute une histoire de trafic d'héroïne basée par d'anciens soldats justement de cette équipe d'élite qui s'appelle la Shadow Company. Voilà, avec un Gary Busey qui était encore plus ou moins frais. Depuis, il a morphé depuis. Enfin, morflé aussi. Il a morphé. Il a dormi, tu veux dire? Non, il s'est transformé. Hein. Voilà. N'importe quoi. Bon, voilà, ici, qui l'avait vu? Et donc oui, c'est écrit, les personnages sont créés par Shane Black, en tout cas pour le premier et le deuxième film. Ensuite, ce n'est plus lui qui est au scénario. Qui ne l'avait jamais vu, si à part Sophie. Donc, c'est ça, Sophie. Olivier, toi, tu t'en souvenais un peu plus? Ah oui, moi, je les ai vus tellement de fois que je m'en souvenais très bien. Et Sarah, c'était une redécouverte, plutôt. Alors. Oui, moi je les ai vus plein de fois, mais j'oublie tout, donc j'avais un peu oublié. Je me rappelais surtout du 2 en fait. Ouais. Pourquoi spécialement le 2? Les chiottes. Ah oui, c'est vrai que c'est marquant. C'est vrai que les grosses scènes qui sont restées un peu dans l'imaginaire collectif sont plutôt dans le 2. Ouais. Ah, attendez le 3 avec les chiens. Mais moi, en fait, j'ai découvert L'Arme Fatale par le 3, puisque je suis allé le voir au cinéma à sa sortie. Donc, et j'avais 8 ans et mon père m'a emmené voir ça, quoi. J'aime beaucoup les parents des années 90. Et donc, moi, j'ai découvert L'Arme Fatale par le 3 et c'est devenu très vite un film culte, mais j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à voir les films suivants parce que, ma mère a mis quand même un veto pour on pouvait pas louer l'Arme Fatale comme ça. Donc, j'ai mis un peu plus de temps à découvrir le 1 et le 2, mais tu sais, le 1 et le 2, je les ai découverts en même temps que tu as découvert le 3 quasiment, parce que merci Canal+. Hein, j'avais pas Canal+. On avait Canal dès 92, et donc il y a des films comme ça que j'ai vus comme ça, ou alors enregistrés, et
je prends les cassettes de papa, on regarde ce que c'est L'Arme Fatale, et puis ouais, je devais pas être beaucoup plus vieux que toi quand j'ai découvert. Et le 3, oui, c'était, on a été acheter la cassette en magasin, quoi. C'était moi c'est le 3, ça avait été un vrai choc. Enfin, le 3 j'avais adoré instantanément, quoi. C'était vraiment et ça m'avait pas traumatisé parce qu'en fait j'y puisais les choses que j'avais envie d'y puiser, c'est-à-dire que je voyais l'humour et l'action, et puis en fait tous les trucs qu'il y avait à côté, je pense que je m'en rendais pas vraiment compte, mais et en fait c'est des films que j'ai revus et que j'aime toujours autant voir, quoi. Et alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais donc faire le pitch rapidement du 2, comme ça on peut un peu mélanger, parce que les choses vont un peu se croiser. Le 2, là, on retrouve donc encore forcément Riggs et Murtaugh, mais en plus de ça, on a Leo Getz, qui est un témoin clé dans un trafic de drogue. En tout cas, il a fait du blanchiment d'argent via tout un montage où il encule tout le monde, hein. En gros c'est un peu son motto. Bernard Madoff de l'époque, quoi. Exactement. Et à côté de tout ça, donc dans ce trafic de drogue, il y a des trafiquants qui travaillent avec le consul d'Afrique du Sud, et des gens très sympathiques et très recommandables, hein, avec une très très pro race aryenne, pour ne dire que ça, ouais, et qui se protège derrière l'immunité diplomatique. C'est-à-dire qu'on est fin des années 80 l'apartheid. Et l'apartheid c'était vraiment, on est en plein débat, et même moi quand j'étais jeune, je me souviens très bien des débats sur l'apartheid, et donc voilà, c'est dans ce contexte-là, c'est quand même un peu lourd, quoi. Ouais. Effectivement. Donc ça, ce sont les thèmes des 2 films sortis donc à 2 ans d'écart. Sophie, comme toi, tu l'as découvert. Alors moi, j'ai découvert le 1, mais le 2, je l'avais vu. Pareil, ouais. En ayant 8 ou 9 ans, trauma total, quoi. Ah bon? Ouais, quand même. Ouais. Et donc, le 1. Ben moi j'ai vraiment bien aimé le 1. Bon, après comme je vous ai dit dans notre conversation WhatsApp, j'ai failli faire une descente d'organes à cause de toutes les armes à feu. Vraiment, j'étais pas bien, même en étant dans mon canapé. J'ai pensé à toi à plein de moments. Je me suis dit merde, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, non, franchement, je suis pas bien là. Tiens, j'ai beaucoup fait de pauses pipi pendant les films, mais alors, moi, ça a été genre, les mind blow pendant tout le film, quoi. Genre, putain, c'est Richard Donner, ouais, Shane Black, oh mon dieu, Eric Clapton à la musique. J'étais, ok, mais qu'est-ce que. Sophie, tu débarques à 35 ans en retard, quoi. Et non, vraiment, j'ai bien aimé parce que, déjà, je trouve que. Mel Gibson et Danny Glover, ils ont une alchimie directe ensemble qui passe très très bien. Je trouve que c'est une meilleure introduction de personnages possible entre le père de famille qui est très bien, enfin qui est posé, qui est calme, qui est bien établi et tout, et à côté t'as Martin Riggs qui est juste une énorme loque humaine et qui voilà, avec des envies, des tendances un peu suicidaires. Et en fait je me suis dit putain, Mel Gibson. Crush instantané, quoi. Je veux dire, son petit mulet. Et puis bon, la première scène où on le voit, où on voit quand même ses fesses qui sont fort bien moulées. Bref, non mais c'est vrai, c'est important. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il est beau gosse, hein, quand même. Non mais il est ultra beau gosse, il est brun, il a les yeux bleus, il coche toutes les bonnes cases. Il a du charisme, quoi. Enfin, il a vraiment un truc. Il arrive à l'image, tu fais waouh, le gars, il est. Fou, quoi. Ouais, mais c'est ça qui fait son charme aussi, quoi. Ah oui, non, mais moi je dis ça parce que c'est un critère. C'est un critère. Alors, si je peux te conseiller un film qui, moi, en fait. Tu vas me parler de La Passion du Christ. Non. Je l'ai vu au cinéma, celui-là. Non, Air America, avec Robert Downey Jr. aussi. Où en gros c'est pendant la. Ça devait être sympa l'ambiance sur le plateau. Ah, ça j'en sais rien. Bon, Coq et pute à gogo. C'est clair. Mais là toi. Le film ingérable. Oui, mais c'était un film très très cool aussi, Air America, pendant la guerre du Vietnam. Il était jeune, Robert Downey Jr. là-dedans. Ouais, très très très. Mais bon, bref. Donc. Mais mais à côté de ça, t'es bien t'es bien établi dans les années 80, t'as vraiment tous les trucs, et puis voilà, je veux dire, c'est même l'enquête est plutôt sympa.
Le film il tient bien et surtout comme on parlait tout à l'heure des films qui durent qui sont à rallonge, là je crois que le film on est sur 1h45 et c'est bien, on est bien, je veux dire tu commences à 9h, à 22h30 t'es au lit et c'est bien, c'est ce qu'il faut quand t'as des gosses, franchement maman elle avait sommeil. Même quand t'as Et pas voilà. des gosses, hein. Ouais non mais Ouais, non, c'est non ça. mais en vrai voilà c'est la preuve en fait ce genre de film que en moins de 2 heures tu peux caler plein d'actions, plein de trucs, plein de vannes, plein de bonnes scènes et en vrai et ça va passer Du tout rythme. seul. Et Du rythme et du et rythme. t'as pas le temps de t'ennuyer en fait. C'est ça qui est. Absolument pas. Le 2, je le trouve un peu plus long quand même. Mais vraiment, tu t'attaches direct au personnage en fait. Le film, il a pas le temps. C'est t'y vas. Et vraiment, bah, bonne surprise quoi. Je veux dire, je comprends pourquoi les darons des années 80, ils avaient tous envie après d'avoir une clope au bec et de rouler comme des connards en ville quoi. Tu comprends quoi. Ouais, Non mais. ouais. Vraiment, le 1, T'es sûr? il te pose des personnages, et même la famille de Roger, même si tu t'en reconnais pas la moitié dans le 2, et ben en fait, la famille de Roger, tu t'y attaches, tu vois, t'aimes bien sa femme, t'aimes bien sa fille, et t'es comme sa fille, en fait, t'es comme sa grande fille quand Martin, il vient manger avec eux, tu vois, t'es là à le mater en te disant, t'es beau gosse, Mel. Puis après, tu te dis, attends, on est en 2024, et Mel Gibson, c'est une énorme merde humaine maintenant, mais dans les années 80, ouais, il valait le... Ouais. Non, vraiment, bon, toutes les armes m'ont fait chier, mais à part ça, honnêtement, bon film d'action, vraiment, et qui, je trouve, dans certaines vannes, a un petit peu mal vieilli, tu vois, par exemple, quand... à un moment où t'as Roger ou Martin, je sais plus, qui vient aider l'autre et qui lui dit ah me touche pas, t'es pédé ou quoi, et j'étais non bof, mais il y a pas tant de vannes cringe à l'heure actuelle. Non, et puis il y a Et- aussi le souci, parfois, c'est le genre de truc qui passait malheureusement dans la VF, qui n'était Ouais. pas forcément dans la VO. Oui aussi, oui, Euh, bien sûr. Donc, Mais je trouve que justement la VF, moi je les ai revus en VF. Et alors Mhm. c'est marrant parce que Jack France pour moi ça a toujours été la voix de Mel Gibson. Et quand je regarde par exemple quand je regarde Cusco, la voix de Pacha c'est Jack France mais du coup c'est Mel Gibson. Ou quand tu Ouais. regardes Aladdin, en fait Richard Darbois c'est Danny Glover mais c'est aussi le génie. Et du coup t'as plein de trucs comme ça après qui vont c'est popper. c'est des voix que Et- j'adore, hein, c'est des Ouais, voix non, mais graves comme ça. Non mais complètement Ouais. et je trouve que la VF alors moi j'ai pas vu la VO pour le coup moi ça fait vraiment partie des films que j'ai toujours enfin pour moi c'est la VF Mhm. et qui sont vraiment vraiment bien doublés et en plus dans le 1 et dans le 2 alors après je sais pas dans le 3 et le 4 la psy qui dit que Martin Riggs a un pet au casque c'est la maman de Mickey et de Brandon des Goonies et du coup j'étais encore un truc trop bien et tout une référence donc voilà c'est vraiment bon moment. Si je me rappelle bien, elle est plus dans le 3. Parce qu'il y en a une Je sais autre. pas. Oui. Mais en tout cas, enfin, j'ai pas regretté. Là, à l'heure actuelle, j'irai pas le voir au ciné, mais j'ai pas regretté d'avoir découvert le 1 parce que il est vraiment très très sympa. Ouais, moi, le seul truc que je trouvais un peu dommage, faut que je vérifie d'ailleurs si je me trompe pas là-dessus, mais la femme, donc Trish Murtaugh, n'est pas doublée par la même personne entre le J'ai pas eu le 1 et l'impression, le ouais. 2. Et en fait, non, je viens de vérifier, c'est deux personnes différentes. Surtout qu'en fait, dans le 2, elle a un accent. Mais Comme oui, si elle a un Oui. accent d'où je ne sais... Voilà. oui. Je sais pas d'où il vient. Mais dans mais- le 2 aussi, à un moment, t'as un acteur afro-américain qui est doublé, mais qui est doublé genre Apu des Simpsons, tu vois, vraiment avec l'accent. Enfin, Bon, noir, après, enfin, ici, genre ouais. Michel Leb, quoi. Et Après, ouais, j'étais, non. ouais. Ici, la comédienne de doublage qui est Émilie Benoît, elle est née à Fort-de-France, voilà. Donc, c'est peut-être pour ça le petit accent, je pense. La Guadeloupe, la Martinique. Ouais. Guadeloupe, Guadeloupe, je crois. non Ouais, hein. Je Donc crois. voilà, c'est pas... Non, martiniquaise, voilà. Elle est Ah martiniquaise. putain, forcément. Ouais, mais excusez-moi, je ne connais pas bien non plus. Je suis mal allée, désolée. Voilà, mais c'est Mais- vrai que, ouais, à part ça, la VF, elle est absolument top. Et puis les blagues fusent bien et on sent qu'ils s'éclatent sur le plateau, quoi. Enfin, Il y a vraiment une alchimie instantanée, ça marche direct, quoi. C'est pas poussif, quoi. Ça fonctionne bien tout de suite. Et pour ceux et celles qui ont revu et qui avaient déjà vu, est-ce que
est-ce que l'effet, ça a mal vieilli, est arrivé sur vous? Moi, c'est clair que non. Hein. Pas du tout. Ça a pas mal vieilli. Je trouve que c'est même, ça tient la route. Les méchants sont vraiment, sont méchants, mais pas caricaturaux de trop non plus. Il y a des méchants de ce genre de film-là où tu te dis, ouais, c'est un clown. Là, ils font quand même un peu flipper. Même si leurs besoins sont très très basiques hein, dans les deux premiers films. Hein, c'est de la drogue et de la drogue et de l'argent. Ouais, mais mais c'est pas que ça non plus, parce qu'en fait, ce qui fait la force aussi, moi je trouve des deux premiers, c'est que mine de rien, c'est pas le centre du truc, mais malgré tout, il y a un fond politique quand même, quoi. Donc le 1, il y a quand même l'après Vietnam. Il y a qu'est-ce que sont devenus ces gens qui ont fait le Vietnam. Comment ça a détruit des gens, alors c'est en toile de fond, mais c'est voilà, on parle de soldats qui ont pris des habitudes là-bas et qui continuent à les avoir une fois qu'ils sont revenus, quoi. Donc je trouve ça pas anodin. Et dans le deuxième, c'est évidemment l'apartheid et en fait mettre en avant quelque chose qui était plus ou moins accepté qui était devenu quasiment normal. Et on se disait bon bah voilà, en Afrique du Sud il y a l'apartheid, bon bah voilà. Et je trouve ça assez intéressant que dans les années 80 il y ait deux mecs qui se battent contre des espèces de fascistes. Donc c'est mine de rien, je trouve que c'est ça qui fait la différence par rapport à d'autres films d'action de l'époque où t'avais des méchants qui voulaient juste faire chier le monde et avoir un peu de sous, qui sont en général très basiques, qui ont pas des. Et là en fait non seulement ce qui sont à un fond politique, mais en plus en général ça touche aussi les deux protagonistes principaux, puisque en fait comme tu disais, il y en a un, c'est l'ami de Roger, et l'autre, Mel Gibson, faisait partie des forces spéciales aussi. Et donc se bat plus ou moins avec ses anciens collègues. Et dans le 2, évidemment, le fait que Roger soit noir et qu'il se retrouve face à des espèces d'Ariens qui détestent les noirs, bah c'est pas anodin quand même comme. Ouais, la scène de la banque est quand même très très drôle. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est génial. Et après, on a le même starter pack pour les méchants dans le 1 et le 2. Ils ont des flingues, ils ont des hélicoptères. Je veux dire, Et ils sont blancs. Et ils sont blancs, oui. Mais ouais, aussi. Mais pour le coup, c'est vraiment, je me suis dit, c'est pas tu rien, regardes les films des années 80, ils ont hein. tout le temps des mitraillettes et des hélicoptères. C'était en libre service à l'époque ou quoi? Ouais, les hélicoptères, c'est clair. Pour moi, je trouve ça ouf. Genre, c'était le moyen de locomotion. Je pense qu'il y a plus d'hélicoptères à LA que de bus à l'époque. Ah bah clairement, parce ouais. qu'ils sont absolument partout. Hein. Là, tu prends le bus, non, je prends l'hélicoptère, il y en a un là-bas. Quoi? Ouais, Vous êtes tellement pas prêts pour le 3 et le 4. Arrête de Tellement. Mais d'ailleurs, dans le 1, si tu regardes dans la cuisine, je m'étais fait la remarque d'ailleurs à un moment, dans le 1, dans la cuisine de Roger, t'as un truc sur l'Afrique du Sud, arrêter l'apartheid, et justement que ce soit repris dans le 2, je trouve ça bien. Après, moi, dans le 2, il y a juste un truc qui me gêne, c'est par rapport à la femme de Martin. Je vais peut-être pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, même s'il y a prescription. Je trouve que moi, ça me gêne comment sa femme est morte et comment ils ont réussi à raccrocher un peu le train. Et ben moi j'ai trouvé ça un peu lourd, un peu poussif. Mais après voilà, c'est juste le seul truc qui va me gêner, quoi. Ah ouais, alors que moi, quand j'avais oublié, donc quand ils l'ont annoncé, j'étais genre, waouh, c'est un truc de ouf, il va péter un câble. Enfin, vraiment, ouais, mais justement, tu te dis, le monde, il est petit, mais pas petit à ce point, je veux dire. Ouais, voilà. Mais c'est un peu comme les vieux James Bond, tu vois, avec les espèces de revanches un peu à la old school. Ouais, moi j'ai trouvé ça plutôt bien fait, au contraire. Ouais, ça rajoute encore plus de rage à quelqu'un qui était déjà bien enragé, quoi. Moi, c'est ce que j'adore dans ces deux premiers. Je crois que bon, j'adore Danny Glover, mais pour moi, Mel Gibson, il est au sommet de son art parce que c'est lui en fait, Riggs. Il est fou, vraiment. C'est-à-dire qu'il a le regard complètement fou. Et je pense que je sais pas quel comment dire
quelle place a eu l'improvisation dans le premier. Beaucoup d'improvisation. Mais je pense qu'ils ont. J'avais lu que le rôle avait été aussi proposé à Bruce Willis. Je l'aurais pas vu dedans. J'ai la liste complète des personnes qui ont été envisagées. Et en fait, Bruce Willis, ça fait partie de la grande liste. Mais à la base, Shane Black voulait William Hurt. William Hurt, ouais, j'avais lu ça aussi. Mais le studio trouvait qu'il était trop sombre William Hurt. comme acteur. Ce qui n'est pas faux, hein. Il manque, il est peut-être plus fou dépressif que fou explosif en fait. Oui, comme c'est acteur. ça. C'est pas du tout le même genre de alors qu'un personnage. Bruce Willis, et d'ailleurs même Mel Gibson était aussi pressenti pour Piège de cristal. Donc les deux étaient par la même prod. Et c'est la même période. Hein. C'était un an après quoi. Mais c'est Joel Silver qui est derrière tout ça, donc. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que Gibson a refusé Les Incorruptibles pour L'Arme Fatale. Et ça, c'est quand même excellente aussi idée. un sacré... Oui, mais vu comment ça s'est passé avec Les Incorruptibles, Warren Beatty s'en est pas vraiment relevé, hein. Bon, pas... Oui, mais bon, toujours est-il que c'est quand même... oui, non, c'est sûr. Vu le statut culte. Mais moi, j'adore l'amitié dans les deux... entre les deux, je pense que c'est vraiment ça qui... Alors, l'action fonctionne, il y a une espèce d'osmose et d'alchimie qu'on retrouve à la fois entre eux, avec les méchants aussi. Je trouve que tout est bien posé, que c'est pas trop, il y en a suffisamment aussi pour qu'on les déteste. Et puis on s'éclate, quoi. On s'éclate, franchement, on rigole, on s'éclate. Moi, franchement, à chaque fois que je voyais Mel Gibson... devenir fou, c'était jouissif en fait de le voir comme ça s'amuser, et on a envie de s'amuser avec eux, alors que bon, le fond est quand même assez sombre. Alors, plus dans le premier que dans le deuxième. Moi j'ai trouvé que la scène qui arrive assez vite d'ailleurs, où il va pour se suicider, et où j'ai d'ailleurs lu qu'il y avait une balle à blanc dans la chambre du revolver qu'il utilise pour cette scène là, pour rajouter encore plus de réalisme. C'est quand même rare de voir ça au cinéma à l'époque. C'est quand même rare de voir pas qu'à l'époque, hein. Oui, mais même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un héros de film d'action, en tout cas beaucoup dans les années 80, c'était pas encore des personnages ultra torturés, quoi. Donc là, c'était hyper intéressant d'avoir cette vision-là pas de l'anti-héros, mais qui est quand même qui a pris cher. Limite, hein. Ouais, c'est ça, il est... Ouais. Non mais en fait ce qui fonctionne dans L'Arme Fatale, c'est ce contraste entre l'humour, l'amitié qui sont vraiment exacerbées dans le truc, et la noirceur qu'on n'a jamais vue ailleurs, quoi. Et ils arrivent à mêler les deux comme si c'était naturel, alors qu'en fait c'est hyper casse-gueule, parce que c'est hyper compliqué de passer d'une scène. Enfin, il faut quand même se rendre compte que le film commence par une scène, mais le premier, je parle, par une scène méga sombre, quoi. C'est quand même une prostituée qui est sous drogue, qui se jette par la fenêtre, et on a la chute dans sa totalité, sous plusieurs angles, et la chute... Elle est quasiment nue. Elle est à poil, on voit sa poitrine, enfin on se dit waouh, c'est pas le film familial des années 80, quoi. Après les Goonies, ça fait bizarre, quoi. Et donc on commence comme ça. Et après, on passe, la scène d'après, on passe sur Roger qui fête son anniversaire dans sa baignoire, quoi. Donc t'es là, tu fais... une scène tout aussi dérangeante, hein. Ouais, de ouf. À quelle heure Qu'est-ce qu'ils font tous dans la salle de bain? Non, mais c'est ça. Le mec, il est à poil dans son bain, il y a toute sa famille qui débarque pour lui ramener un gâteau, frère. Attendez, qui ça? Et aussi un truc, c'est quoi ce grand miroir à côté de la baignoire? Non, mais ça me tue, ça. Ces années 80, il n'y a rien qui va, quoi. Dans la Boom aussi, d'ailleurs, dans la Boom, alors je me dis que c'était vraiment dans les années 80, parce que dans la Boom 2, il y a une Boom à un moment, et bon, petite, voilà, parce que je les ai revus il n'y a pas longtemps, et t'as les meufs dans la baignoire en train de se remaquiller au miroir de la baignoire. Donc il y avait genre un miroir de baignoire, quoi. Et qui a eu l'idée? Pourquoi? Des acteurs porno, sans doute. En parlant de porno, on voit, je sais pas si c'est dans le 1 ou dans le 2, mais dans en arrière-plan... Dans le 1
Oui. Dans le 1, parce Ouais, qu'elle elle est actrice Oui, porno, c'est ouais, elle a fait des sextapes, des machins. C'est vraiment, c'est un film noir avec de l'humour, et ils arrivent à juxtaposer des scènes qui, en soi, n'ont absolument rien à voir dans le ton. Mais vraiment, moi, je trouve que à aucun moment tu te dis, waouh, ça va pas du tout là. C'est que t'as l'impression que tout est typique, fluide. Ouais, mais c'est typique de ces films de ces années 80, justement, milieu 80, début 90, hein, avec les 48 heures avec Eddie Murphy, Nick Nolte, etc., où soit t'as un duo que tout oppose, mais avec le côté humour et le côté noirceur. Même Die Hard en soi l'est aussi, hein, t'as le côté toujours ça, il y avait vraiment cette construction là, des action movies qui allaient chercher un peu plus que juste de l'action, ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris par la suite. Et je vais rajouter juste un dernier point par rapport à tu parlais de la scène du début, petit fun fact, l'actrice Jackie Johnson en fait a réalisé elle-même sa cascade en début de film. Elle a été supervisée par Dar Robinson, qui d'ailleurs le film lui est dédié en fait, parce qu'il est mort pendant, pas à cause du film, mais il est mort pendant le film. C'était le chef des cascades. Et elle a fait ça, et en fait ils avaient juste mis une reproduction miniature en fait de la rue avec les voitures, etc., avec un énorme coussin gonflable pour justement faire l'effet, pour pouvoir filmer dans tous les sens possibles le truc, quoi. Elle est extrêmement bien filmée, cette scène. La chute surtout pour une actrice qui vient de Cheers. C'est vraiment elle vient de Cheers. Ouais, c'était la femme de Woody. Et ok, j'avais pas fait le lien. Et non, c'est moi je trouve qu'elle est, de toute façon, globalement, je trouve que le film est extrêmement bien filmé, quoi. Enfin, c'est une leçon de découpage d'action. Toutes les scènes sont hyper lisibles. Je crois, quand on avait fait Predator dans Mon ami Schwarzy, on avait parlé de la capacité de John McTiernan à filmer l'action de manière hyper lisible, tout en étant hyper dynamique, et je trouve que Donner, il est vraiment dans cette veine-là, quoi. C'est quand on voit les bouillies d'action qu'on a maintenant, où on comprend absolument pas ce qui se passe, où la caméra va dans tous les sens, et que là, les mecs, ils arrivaient à te faire une action où c'est hyper bien découpé. Il y a une scène où Riggs, je me souviens, où Riggs se fait tirer dessus, et en fait, ce qui est fou, c'est quand on fait gaffe au découpage du film, c'est qu'il y a plein de plans, il y a plein d'actions qui sont répétées, en fait. Donc on voit le mec tirer plusieurs fois sous différents angles, et en fait c'est tellement bien rythmé que on n'a pas l'impression que c'est une répétition d'action, en fait. Et ils arrivent à mêler des ralentis, à la fois des trucs en vitesse réelle, et comme ça, de manière hyper fluide, et sans mettre trop de plans, mais en mettant quand même pas mal pour que ce soit dynamique. Et franchement, c'est à regarder dans toutes les écoles de cinéma, quoi. C'est impressionnant, la qualité du rythme, la qualité des cadres et tout. Il y a rien qui va pas, quoi. Enfin, c'est vraiment, tout est bien fait, et sans en faire trop, c'est humble comme mise en scène. Ça veut pas montrer, Donner, il est pas là en train de dire, oh, regardez comme je filme trop bien les trucs. Non, son but, c'est que on comprenne l'action, on comprenne les scènes, on comprenne les enjeux, et il y arrive, quoi. Et franchement, c'est hyper agréable à regarder. La scène où ils vont parce qu'il y a un mec qui veut sauter, et que c'est Martin qui monte avec lui et qui lui met les menottes et tout, mais cette scène, elle est folle. Elle est géniale. Elle est géniale, et c'est... Son regard est vraiment fou. Quand je parlais tout à l'heure de regard fou, mais c'est ça, cette scène... C'est le mec, le mec, il est en train de se dire, putain, mais sur qui je suis tombé, quoi. C'est vraiment ça. Mais c'est ça qui est fou, c'est que ces films, en fait, je sais pas, il y a un nombre de scènes cultes.
Enfin, c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que tu commences le film, tu fais, ah, mais oui, cette scène-là, elle est géniale. Puis la scène d'après, tu fais, ah, bah oui, je m'en souviens, elle est géniale. Et en fait, t'es là, tu fais, mais en fait, il y a 14 scènes, il y en a 13 qui sont cultes, quoi. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Moi, j'ai pas souvenir, à part Die Hard, j'ai pas souvenir d'une série de cinéma, Le flic de Beverly Hills, peut-être? J'ai moins de scènes en tête. Je trouve les films, j'ai moins de scènes cultes où je me dis, c'est pas. Predator, quoi. Enfin, pour moi, tu vois, typiquement. Ouais, moi, c'est pas toi, autant. Predator, non, moi, de mon côté, non. Mais c'est vrai que L'Arme Fatale, oui, Die Hard, pour moi, c'est... Et en plus de ça, ça va faire chier des mondes, hein, mais le premier Arme Fatale, c'est un film de Noël, et voilà. Ouais, c'est vrai. Mais oui, vous emmerde. je me suis fait la remarque, il y a plein de musique de Noël et tout. Ouais, bah ça, ça se passe. le générique, c'est une chanson, c'est une musique, c'est Jingle Bells, donc c'est. Eh ben, tu fais juste après la prostituée qui se défenestre, c'est sympa, Jingle Bells. Parfait. Voilà. Sarah, t'avais quelque chose à dire? Parce que sinon, je prends la Oui, transition. j'allais dire deux points. Le premier, c'est qu'à un moment, on entend un bruit d'oiseau dans le film, qui est exactement le même son qu'on avait à l'époque quand on recevait un tweet de Twitter. Et donc, j'ai essayé de chercher l'info pour savoir si ça vient de là ou pas. Je ne l'ai pas trouvé, mais c'est exactement le même son. C'est une banque sonore globale à tous les coups. Je sais pas, mais franchement, c'était la seule fois de ma vie que je l'entendais dans un film, donc Ouais. j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et l'autre fun fact aussi marrant, parce que j'ai eu plein d'anecdotes du coup après avoir vu le film, Ouais. c'est que vraisemblablement pour accentuer la tension entre Gary Busey et Martin et Mel Gibson, le réalisateur leur a fait croire à chacun que c'était l'autre à chaque fois qui bouffait la dernière gaufre, que j'imagine le dernier pancake. Et du coup, ils se foutaient le seum sur le plateau parce qu'ils pensaient chacun que l'autre bouffait le dernier pancake, et le mec a fait ça tout au long du tournage. Je trouve ça plutôt une bonne technique pour améliorer un peu le jeu de ses acteurs, quoi. C'est pas con effectivement. Et par rapport à tu dis voilà le son, etc. Faut pas oublier de noter quelque chose, c'est que oui, il y a Eric Clapton, mais c'est surtout Michael Kamen qui est à la BO du film et de tous les Armes Fatales, mais pas que, hein, parce que bon, Michael Kamen, je pense que je sais pas si vous connaissez bien la carrière du bonhomme, mais bon, Die Hard, c'est lui. Rien que ça. On a aussi Hudson Hawk, Robin des Bois. Il a fait Brasil, effectivement. Last Action Hero. Ah oui. Ouais. Voilà. Qui fait quelques gros clins d'œil à L'Arme Fatale dedans. Oui, aussi, hein. Les musiques, on les entend. Ils ont beaucoup en commun. Hein. Voilà. Mais moi, je trouve ça, c'est vrai que quand tu l'entends, il y a plein de films que j'adore où je reconnais que c'est Michael Kamen qui est dedans, parce qu'il y a ce côté un peu bluesy, un peu avec les cordes, etc., que tu peux retrouver aussi dans, alors bêtement, hein, mais dans Metallica Symphony and Metal, qui était orchestré par Michael Kamen à l'époque. Et t'as vraiment ces montées de violon, de cordes, etc., qui sont typiques de il a bossé avec Metallica, il a bossé avec Pink Floyd, il a bossé sur The Wall notamment. Ouais. Il a bossé avec Bowie, il a bossé, c'est un mec qui a un peu qui a quelques bons musiciens clairement. Son tableau de chasse, quoi. Clairement, mais ça, faut le noter, c'est que niveau musique, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans L'Arme Fatale, c'est le côté, justement, blues, qui est tout le long, comme ça. Il y a des titres un peu connus dedans, mais c'est vraiment le côté blues qui est derrière que j'aime beaucoup. C'est marrant parce que dans les deux extraits que tu as passés, il y a quasiment la même note qui ponctue en fait, la musique, elle remplace parfois les phrases. C'est-à-dire que dans le premier extrait que t'as passé, c'est au moment où on lui dit que en fait le mec qui vient de foutre par terre, c'est son nouveau partenaire.
là t'as la musique qui commence et donc on est dans la tête de Roger qui dit ah putain merde et t'as cette espèce de petit blues et dans le deuxième extrait c'est en fait c'est Roger qui n'ose pas dire je t'aime c'est la musique qui le dit à sa place. À Riggs et c'est la musique qui le dit à sa place quoi. Donc c'est vraiment c'est hyper bien utilisé parce que c'est vraiment des ponctuations qui remplacent des répliques. Mais ça crée en fait un thème et une ambiance en fait aux deux films. Même si on a le générique de fin du 2, c'est George Harrison qui est sur le générique de fin. On va retrouver Clapton dans le 3, mais ce sera chanté par Sting et joué par Eric Clapton. Mais à chaque fois, on retrouve ce truc-là. Et je pense que ça fait partie de ce qu'ils appellent le thème de L'Arme Fatale. Je sais pas si ça va marcher ici, parce que je l'ai chargé juste un instant. Mais voilà. Ça, c'est... T'entends ça, tu... Ah bah, compris, on sait, ouais. D'ailleurs, je le mettrai sans doute quand on parlera du 3, mais la chanson du générique, moi, encore aujourd'hui, elle me fait des frissons, mais à chaque fois, quoi. Elle est avec ce zippo qui s'ouvre en ouverture et qui referme, avec le côté du feu, etc. C'est vraiment très, très, très imagé. J'aime vraiment beaucoup. Ouais. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, il est aussi derrière Bender Brothers, Michael Kamen. Ouais, mais c'était un... Ouais. Il est mort en 2003. Ça fait 20 ans. Punaise, ça fait 20 ans. Mort à, je crois, une cinquantaine d'années, c'est ça? C'est ça, 55 ans, il avait une sclérose en plaques. Ouais. Mais vraiment, écoutez, on parle souvent des mêmes, hein, des Hans Zimmer, etc. Mais Michael Kamen, franchement, il a rien du tout à envier à qui que ce soit au niveau composition. Hein. Vraiment, allez-y, quoi. Non, t'es pas d'accord? Non, je dis surtout Hans Zimmer, ouais. Oui, surtout Hans Zimmer, ouais. Il a bossé aussi sur Black Album avant le SNL. Oui. Ouais. Hans Zimmer, le gars qui est dans sa chambre. Et c'est le Boubou, il a 92 ans, il va bientôt le passer. Ok. Il va péter dans un violon, il dit ah, c'est génial. C'est pour ça que la musique, c'est pour ça que ces musiques sont trop fortes, c'est qu'il est sourd en fait. Bah oui, effectivement. Mais là, on a parlé surtout de L'Arme Fatale 1, on a un peu été sur le 2. Ouais, parce que en fait, c'est le 2, il manque quelque chose, quoi. C'est le 2, il est plus il est assez différent quand même malgré tout, il est beaucoup plus basé sur l'action, j'ai l'impression, moi. Dès le début, hein, ça commence direct, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas de ronde d'observation. On est directement, ils sont en train de poursuivre les mecs qui vont faire tout le film, quoi. Donc c'est quand même assez étonnant, mais c'est vrai que c'est plus c'est moins basé sur les personnages et beaucoup plus sur l'action, je trouve. Et bon, c'est sympa, mais je trouve ça moins. Sauf peut-être pour Joe Pesci, moi je trouve qu'il est quand même un nouveau perso qui débarque et qui est... Et c'est plus basé à la limite sur lui, parce que c'est vrai que dans le premier, il y a toute la découverte entre Roger et Martin. Et c'est horrible de dire Roger et Martin. Oui, bah oui. On dirait un truc d'électroménager, quoi. Oui, c'est oui. Alors, les fours Roger Martin. Ou alors une marque de savon. Ouais, ou de biscuits. En fait, ça pourrait être n'importe quoi. Comme marque française, en fait. Oui, ça fait très français, franco-français. Bah oui, Roger et Martin. Mais c'est vrai que donc pour Joe Pesci, oui. Et oui, non, effectivement, le premier s'inscrit vraiment plus dans la découverte de chacun des personnages. On comprend aussi le temps de connaître la personnalité, de voir comment ils vont fitter, etc. Et en fait, dans le 2, ils sont meilleurs potes déjà. Ils s'invitent chez lui tous les soirs à Graille. Bon, ça, moi, parce que ça me choque. Mais pourquoi je vois pas le problème. Je bouffer chez mes collègues tous les soirs. Je trouve ça bizarre, mais bon, chacun son. Mais ils sont plus que collègues. Ouais, là, ils sont. Il lui dit je t'aime. Il lui dit je t'aime quand même. Il a sauvé sa fille aussi. Donc bah ouais. Oui, bon, d'accord. Mais toujours est-il que dans le 2, effectivement, on passe moins de temps sur
eux, comment ils vont s'en sortir, plus avec Joe Pesci, et comment au final c'est Joe Pesci qui va devoir s'entendre avec l'un et l'autre, c'est-à-dire que la relation qu'on avait entre les deux pendant le 1, elle se transforme un petit peu avec Joe Pesci dans le 2, et cette espèce de confrontation good cop, bad cop, bad cop, bad cop, au final on la ressent plus, quoi. Et je trouve qu'on voit plus le tout dans le 2 aussi, et ça c'est super. Donc voilà. Tu vas tellement adorer le 3 pour ça. Je voulais en parler parce qu'il est trop chou. C'est quand même grâce à Toutou. C'est vrai que c'est un bon chien. C'est un très bon chien. Et il l'a quand même abandonné. C'était pas Jojo, ça. Hein. Mais bon. Non. Bah non, ils l'attendent. Au début, il allait le tracer. Hein. C'est sa meuf qui lui a dit attends, il y a le chien. C'est un peu comme dans la pub Champomy, quoi. Le chien d'abord. Ah, mais bon, après, elle finit dans l'eau, tu vois. Elle a mieux fait de se taire. Ouais, d'ailleurs, Moi, ça on en parlait par rapport à la folie. Par rapport à la folie, tu parles dans l'eau, on voit justement que cette amourette qui finalement est vite rayée de la carte, hein, est sous l'eau, voilà, effectivement. Mais il y a le côté ça déjà, rayée dans l'œuf. Ça déjà c'est fou. Enfin, et il y a le côté de la camisole de force il doit s'en sortir et l'épaule qui se déboîte. Ah putain, mais ça c'est une horreur. Qui n'a pas essayé de se déboîter l'épaule gamin quand il a vu ce film en se disant ah moi aussi je peux le faire et vas-y. Non, moi l'épaule contre les murs, quoi. J'ai jamais voulu faire ça. Non. Ouais, j'étais chelou alors peut-être, mais. Ouais, moi je l'ai fait. J'ai essayé. La team 83, on se soutient. On est complètement tarés. On était complètement éclatés au sol. Voilà. On est des cinglés comme dirait Vous avez Nancy. réussi à vous déboîter l'épaule ou pas? Ah non, absolument pas. Non, mais je pense que si ma mère m'avait vu le faire, elle m'aurait déboîté l'épaule pour me dire Ouais. t'as vu ce que ça fait, t'as vraiment envie maintenant? T'es contente? Allez, je te la remets. Allez, vas-y, remets-la toi maintenant. Hein. Non, ne faites pas ça chez vous. Effectivement, très mauvaise idée. Après, c'est vrai que moi, je préfère le 2 parce que je trouve qu'il a plus de scènes iconiques et dont on se souvient. Mais toute l'amourette avec Rika, je trouve pas ça... c'est pas utile, enfin... sauf quand il dit « Ce soir, je suis plus un flic. Ce soir, je suis plus un flic, je les bute. » Ça, j'étais « Vas-y, Mel, vas-y, éclate-les. » Mais sinon... En fait, c'est vrai que c'est devenu une espèce d'excuse... En fait, de raison de le rendre plus fou et de... C'est alors, je pense qu'il aurait quand même éclaté la maison, en fait. Je pense, je veux dire, la maison sur pilotis, je veux dire, à chaque fois que j'entends pilotis, j'ai un truc qui se passe dans ma tête et je pense que c'est dû à ce film, en fait. Maison sur pilotis, c'est pas un mot que tu entends tous les jours, mais vraiment, je pense systématiquement à ce film. Et quand il fait tomber la maison, j'étais, mais putain de merde. Mais en fait, il a zéro limite, Martin, et c'est ça qui est génial, quoi. Je veux dire, le mec, il s'en fout. Il était quand même voué à tomber cette baraque, hein, parce que j'ai envie de dire, franchement, si un seul câble avec une bagnole réussit à faire tomber toute la baraque dans l'eau, c'est clair. À mon avis, le terrain n'était pas très stable. Hein. Ouais. C'était pas porteur. Hein. L'assurance n'aurait pas pris ça en charge, à mon avis. Hein. Et le mur, il était pas porteur, là, je suis désolé. Hein. C'était pas un pilotis porteur, là. Moi, j'étais contente de cette petite scène de cul avec lui et la meuf, ça nous a permis de le voir. Oui. Non, oui, t'as un plan nichon, c'est bien, c'est cool. Non, et puis moi franchement... Mais ça aussi, c'est un truc des années 80, niveau États-Unis, qu'il y a, entre guillemets, plus eu par après, c'est que il y avait le côté puritain, était un peu plus léger, il était toujours là, hein, faut pas déconner non plus, parce qu'ils vont pas très loin, mais voilà, le côté, la paire de seins, la paire de fesses, etc., homme, femme... Bon, ça y allait, alors que justement par la suite c'est des choses qui ça marque dans l'année, quoi. Alors que par la suite c'est des choses qui ne paraissent plus du tout, ou cachées, ou alors ils sortent avec les draps dans la salle de bain, quoi. Alors, ça n'apporte pas grand chose, mais c'est vrai que ça te place dans une époque, je trouve. Voilà. Ou alors c'est vrai que ce qu'on voit plus aujourd'hui quand on voit de la nudité, et notamment chez les femmes, c'est les femmes avec des petites poitrines. Où il y a moins de... Comment dire... On peut pas dire qu'elles avaient des grosses poitrines non plus dans ce film-là. Hein, non, mais honnêtement, je pense qu'il y a une vraie différence entre aussi le fait de sexualiser une femme avec une grosse poitrine à l'époque et aujourd'hui qu'on ne voit quasiment plus. C'est sûr. C'est... Voilà. Mais bon... Bref, c'était une petite aparté. Le point boobs a été fait, check. Voilà.
Alors, petit point aussi niveau anecdote, par rapport aux deux, la folie de Mel Gibson, plus que de son personnage, il buvait à peu près 5 pintes de bière au petit-déj tous les jours. Zéro surprise. Voilà. Donc, mais, malgré son problème d'alcoolisme, il était très ponctuel et très professionnel. C'est ce qui a été dit C'est par la Richard coke, ça. Donner. La coke, ça maintient. C'est clair. Ouais. Et alors, justement par rapport à la maison sur pilotis, savez-vous combien ça a coûté de faire tomber cette maison sur pilotis? À l'époque ou en dollars de maintenant? Non, en dollars de l'époque. Hein. Je dirais 5 $5 millions. Bon, tu fais 10 fois moins quand même, c'était $500,000. Et moi j'ai dit 500 000. Voilà, $500,000 C'est juste pour le la prix. faire. Voilà, Ouais, pour vous faire avez une tomber cette sur maison. pilotis. Et donc, petit point aussi sur Joe Pesci, puisqu'on a parlé de Leo Gates, le OK. En fait, il a pris ça d'un gars qui travaillait à Disney World. Il y qui, a aussi en en fait, VO d'ailleurs. Je me posais la question hier Ah en ouais. regardant. Il fait aussi OK. Ça me dit Ouais, rien. si, c'est OK. Ouais. Et il le fait, ouais, Ah oui. il le fait en... Ok. Et en fait, ça vient d'un employé de Disneyland qui, en fait, dirigeait les personnes dans Fantasyland et qui leur disait OK, vous allez par là. Et donc, il l'a repris parce qu'il trouvait ça drôle. Tout simplement. Joe Pesci, dont j'ai appris qu'il était chanteur avant d'être comédien. J'ai vu ça sur sa page Wikipédia hier soir. Ouais, moi j'ai découvert ça après avoir regardé le film du coup, et il a un de ses albums sur Spotify. Donc je vous invite à écouter Joe Pesci autrement. Oui, Mais moi, je Dans trouve les années incroyable. 50, ouais. Je trouve que Ouais. sa carrière, elle est incroyable à ce mec parce que tu le prends dans Casino. Casino. Voilà, dans Casino, où il va éclater un mec à coups de marteau et tout ça. Et puis, ta Après, maman, tu l'as- j'ai raté l'avion. Voilà, et ta maman, j'ai raté l'avion, où il est un cambrioleur assez attachant quand même, malgré. Et puis tu le prends dans L'Arme Fatale. Je veux dire, le mec, c'est incroyable l'éventail des possibles qu'il a fait, ce mec, quoi. C'est Mon cousin Vinny. Regardez mon même cousin dans Vinny. Casino, j'ai envie de lui faire des câlins. Moi. moi pas. Ouais, mais pas trop quand même. Ou alors, Mais il y a si, un autre film. lui faire des Il y a câlins, un mais autre pas de son film ennemi. aussi. Il y a un autre film Oui, aussi ça- que j'ai vu où il m'a un peu traumatisé, où pareil, il suffit de rien pour qu'il se vénère et qu'il bute des gars comme ça. Il n'est pas dans le C'était- parrain, il joue pas dans le parrain, Joe Pesci. Je sais qu'il est dans Raging non, j'ai pas Bull, vu mais- Les Parrains, c'était pas les Non, c'est pas les, c'est pas les affranchis. Incorruptibles. Ouais, dans Les Affranchis aussi, il est. Dans affranchis, il y a mon cousin Dans, Vinny. dans, et il y avait, dans Raging Bull, il est pas mal aussi. Hein. Dans Ouais, le ouais, genre ouais. un peu C'est son taré. premier hein. rôle, Raging Bull, c'est ça qui est ça. C'est Ouais, dans, c'est dans les affranchis. qu'il joue, dans le genre fouteur de merde dans Raging Bull. C'est... Mais Il est c'est pas pour mal, ça, Hier, il est je pas me mal. disais, hier, je Il me est en disais, Amérique. lui, j'ai aucun mal à le voir Ah oui. jouer un mafieux complètement taré, parce que bon, je l'ai déjà vu faire. Il était Un une fois peu le Bronx, un pas en Amérique. Un acteur petit, comme Danny DeVito, tu vois, parce qu'ils sont à peu près le même âge. Danny DeVito, je le verrais pas éclater des gens comme ça, sauf dans Batman, Non, mais non. voilà quoi. Danny DeVito, il est trop chouchou. C'est Ouais, impossible. enfin. C'était une fois en Amérique, c'était une fois dans le Bronx, effectivement, ouais. Et puis, ouais, moi, c'est. Ouais, mon cousin Vinny, c'est celui qui est le moins connu. Et aussi un film que j'avais trouvé en DVD, mais vraiment à pas cher, et que très peu de personnes connaissent, c'est 8 têtes dans un sac. Avec, c'est une comédie. Voilà. Et le gars, justement, il travaille pour la mafia, et son truc, c'est de transporter des sacs De tête. de tête. Mais voilà, c'est assez rigolo à voir. Mais ouais, Joe Pesci, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que le côté chanson, il fallait le noter. Contrairement à, c'est qui j'ai découvert qui avait fait un album, Jennifer Love Hewitt. N'écoutez pas son album. C'est c'est spécial. C'est spécial. Bref. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter par rapport à ça? Ouais, moi je voulais juste, si vous avez l'occasion de regarder un film de Friedkin qui s'appelle Police fédérale Los Angeles, qui a été réalisé en 85. Et si vous aimez L'Arme Fatale, je vous conseille vraiment de voir le film parce que il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans L'Arme Fatale qui viennent à mon avis de Police fédérale Los Angeles. D'abord le contexte et vraiment on retrouve un petit peu ce côté, enfin on retrouve
la noirceur du film noir. Et puis on retrouve aussi on retrouve notamment au tout début du film de Friedkin, on a la fameuse réplique I'm too old for this shit. Et comme par hasard, 2 ans plus tard, elle est réutilisée dans L'Arme Fatale. Et on retrouve aussi, notamment dans les scènes de fusillade, à un moment donné, il y a William Petersen qui fait une roulade latérale tout en continuant à tirer, qui rappelle fortement les fameuses roulades de Mel Gibson. Donc je trouve qu'il y a un vrai pont entre ce film-là et les Armes Fatales. Il y a moins d'humour, mais par contre vous allez y retrouver à peu près la même ambiance. Et c'est un film géantissime et que vous allez forcément aimer si vous aimez L'Arme Fatale, pardon. Ouais, effectivement. Moi, en tout cas, ce que ça m'a fait de revoir ces films-là, déjà de 1, c'est le 3 et le 4, clairement, il faut que je les revoie, alors que je les connais par cœur. Je les ai fait découvrir à ma femme, qui n'avait jamais vu aucun des Armes Fatales, parce qu'elle pensait que c'était vraiment des films d'action bas du front, et en fait, elle a sorti avec un truc, c'est plus intelligent que ce que je pensais, et c'est même, les personnages sont quand même très attachants, et c'est vachement bien fait, bien écrit. C'est génial. Oui. C'est vrai que ça, le nom prête pas forcément à se dire ouais c'est un film des années 80 encore, voilà, façon derrière des autres, peut-être, et encore d'ailleurs c'est un très très bon film, mais ça m'a donné envie de revoir 48 heures, le dernier Samaritain aussi, tout un tas de films comme ça qui d'époque qui fonctionnaient très bien, Hudson Hawk que j'adore avec Bruce Willis, qui a un peu moins bien vieilli. Ah ouais, je l'ai pas vu depuis longtemps. Ouais, à l'époque, je jouais beaucoup aux jeux vidéo Hudson Hawk, qui était très compliqué sur Game Boy. Ouais. Mais... Alors, des jeux vidéo, L'Arme Fatale, il y en a eu sur Super Nintendo, c'était très mauvais. Faut pas. De toute façon, tous les films des années 80 d'action, des grosses franchises, ils ont tous été adaptés en. True Lies était pas mauvais. En jeux vidéo et. Je t'ai parlé de GoldenEye. Et c'est. Ouais, GoldenEye, c'est beaucoup plus tard. 97, non? C'était fin 90. C'est à la fin des années 90. C'est 97. C'est 97 parce que là, on parle vraiment des jeux de fin des années 80, début des années 90 qui étaient sur. Ouais, tous les films étaient même Wayne's World avait été adapté en jeu, alors que ils adaptaient n'importe quoi, ils en avaient rien à secouer quoi. C'était toujours la même équipe, toujours le même truc. C'était un jeu de plateforme qu'on te fait vaguement avec des tirs, et puis de temps en temps on te fait un petit rappel d'un truc qui fait penser au film, mais globalement. C'était des trucs qui n'avaient rien à voir. C'était des jeux impossibles à finir en plus. Et impossible à finir. Et c'était très 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 mauvais. Moi pour le coup ça m'a plus donné envie de revoir les Mad Max, mais après voilà. Mais est-ce que tu vas voir Mel Gibson jeune? Ouais. Et pousser jusqu'à Braveheart. Ouais. Pousser jusqu'à Braveheart et après voilà, il faut savoir dire stop, mais pour Mel Gibson, moi les Mad Max. Mel Gibson, ouais. Ouais, il y a quelques trucs que j'aime bien revoir, comme je te disais, Air America qui fait partie de mes films préférés avec lui, c'est pas forcément le plus connu, mais il y avait aussi le Complot est tout à fait regardable, hein. Enfin, je trouve que ça. Je trouve que c'est un film qui est passé un peu inaperçu parce qu'il est arrivé à la fin des années 90 et qu'on commençait un peu à en avoir marre des films d'action et des thrillers à la con. Et en fait, il sortirait maintenant, on prendrait ça pour un chef-d'œuvre. Hein. Donc, il y a L'Homme sans visage aussi, très très bien, qui a été fait juste après. Ce que veulent les femmes. Ah oui, ça j'adore. Et franchement, je l'adore celui-là. Petit plaisir coupable, franchement. Moi, pas coupable du tout, moi. Moi, j'aime vraiment premier degré. Par contre, ce que veulent les hommes, il faut pas regarder parce que c'était pas bien du tout. Non. C'est pas bien du tout. Mais Comme un oiseau sur la branche aussi, moi j'aime beaucoup. Mais j'adore ce film avec Goldie Hawn. Alors que globalement, il est pas bon. Mais il y a un truc qui marche bien entre eux deux. Mais ça marche trop bien. Ça marche trop bien, mais il est drôle. C'est encore, c'est encore le truc où action et où il est vraiment. Tu rigoles bien en plus devant ce film. C'est quand même encore une fois beaucoup trop d'armes à feu, mais franchement, moi mais je sais pas ce que mes parents ils avaient en fait dans les années 80, 90. Ça me fait regarder des films pareils. Quoi, mais ils en avaient rien à secouer. Hein. Ils en avaient rien à secouer, quoi. Je veux dire. Ça, en fait, ils avaient envie de mater les films, sauf qu'on était là. De ouf. Et j'en
parlais avec mon mec aussi. Et alors moi, du coup, c'était le père de ma sœur qui regardait ces films. Mais je veux dire, j'ai été traumatisée par un film avec Steven Seagal où en fait, il doit buter des mecs. Mais c'est deux mecs qui sont noirs. Et en fait, c'est des jumeaux. Et c'est putain, je sais plus c'est quoi j'ai, mais gros trauma Tous aussi. les Où... films de Steven Oui, en Seagal, fait. Ouais, les enfin, Steven jumeaux, Seagal de ils base, butent déjà, des mecs. voilà. Et voilà. Oui, c'est ça. Et je me dis, putain, mais en fait, dans les années 80, C'est 90, vrai. soit c'était on va mater le film, t'es là, t'es pas là, bah tant pis, mais t'es là, on va le mater, quoi. Et tant pis, quoi. Putain, mais. Ouais. Quelqu'un avait vu le film Fat Man? Oui, En moi 2009. j'en avais parlé Et t'en avais dans parlé, Phase... non? Et tu dans l'avais Phase B. conseillé même. Ouais. T'as dit que c'était Ouais, pas ouais. mal. Je me rappelle Mais que quand on a, j'avais mis sur ma quand on a liste, reparlé de j'avais- Violent Night C'est ça. dernièrement, j'ai dit, Exactement. oui, l'année dernière, j'avais parlé de celui-là qui est toujours sur Prime Video et Ouais, qui est vraiment je très vais très le très mettre bon. dans Il est vraiment très bon. liste. Il y a dans la filmo de Mel Gibson aussi, il y a la rançon de Ron Howard qui était quand même Oui, ça, vraiment c'était pas mal. Hein. hein. C'est non, il y a quand même sa filmo, elle est, Ouais, elle est- Tequila Sunrise. elle est ouais, il y a quand même, elle est solide, hein, cette filmographie quand même. Ouais, elle est vraiment très solide. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est bon, c'était un peu plus comment dire, Braveheart. J'ai bien aimé sans plus, pour être totalement franc. Mais j'ai préféré un peu avant, c'était Maverick. Maverick, Ouais, j'adore, il est cool. c'est génial, il Il est est fun, super bien. super J'ai fun jamais quoi. vu, je crois. Il est Et efficace. pourquoi? Parce que c'est Richard Donner encore. Ouais, bah oui. Voilà. C'est... C'est tout, faut pas chercher. Attends, le Il gars, avait tout il. compris aux enfants des années 80, lui. Bah oui. Ouais. Par contre, c'est un peu plus. Ouais, c'est 94. Bah, Complot, c'est Richard Donner aussi. Hein. Et la Après, musique, il par était contre, aussi de dans Maverick, Very c'est Bad Randy Dads. Newman. De quoi? Il était aussi après dans Very Bad Dads avec Mark Wahlberg et Will Ferrell sur une comédie. Ça, j'ai pas vu ça. Attends, parce Ouais, il a fait deux trucs avec des dads. Il y avait un truc. Il Il y avait un truc plus vieux avec Divan Redman, différents- drôle de père. Mais alors ça, j'ai pas vu et ça me. J'avais même pas entendu parler de ce film, quoi. Il faut. C'est. Drôle de père? Ouais, faut que Si, je- si, faut mais que je en fait, regarde c'est ça. un remake. C'est un remake des compères de Francis Weber. Ah ouais? D'accord, ok. Ouais. Bon, bah, Si, faut que je regarde. Je vais Ah, regarder ça. Very Bad Dads, oui, ça, Daddy's Home, ouais, effectivement. Bref, on n'est pas là pour faire un phase B sur Mel Gibson. Non, mais Si on pourrait. c'est quand même, quand tu regardes la filmo, tu te fais, waouh, quand même, le mec. Oh, il est- si, Ouais, on c'est pourrait vrai faire un qu'il a podcast réussi. spécial qui s'appellerait De quoi je me mêle. Ah ouais. Ah, trop bien. Juste pour le jeu de mots. Non, mais c'est vrai que contrairement à. Enfin, Mel Gibson a réussi à avoir une filmo derrière un peu plus. On va dire. Pas forcément prolifique, mais en tout cas hétéroclite par rapport à Danny Glover qui a quand même été assez souvent mis dans cette espèce de rôle de flic après l'arme fatale, quoi. Enfin, il y a quand même. Ouais, C'est un petit peu dommage. Même là, sur les dernières années, il faisait des podcasts de true crime. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Après, c'est peut-être un truc qui ici lui convient ou oui, lui mais je me plaisait, demande s'il mais, a pas été un peu typecasté aussi. Non, mais c'est vrai, Peut-être. c'est vrai que sa filmo est moins étonnante que celle de. Bon, il était plus Alors âgé, que- il avait 10 alors ans que de plus juste Mel avant- Gibson, quand ils ont tourné l'arme fatale, ça joue peut-être. Ouais, ouais. Mais alors que juste avant, le film d'avant, L'Arme Fatale, c'est La Couleur Pourpre. C'est Oui. quand même pas non plus le même genre. Faut Mais c'est pas- pour ça qu'il a eu le rôle dans l'arme fatale d'ailleurs. Hein. La directrice de casting l'avait bien aimé dans La Couleur pourpre. Ce qui effectivement, Effectivement. comme tu dis, n'a rien à voir, quoi. Ah non, Mais, absolument pas. Bon, après, il a aussi fait Fourmise. Bon. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux. Donc voilà, donc la première partie se termine, la deuxième ce sera dans 2 semaines pour un phase B pour le 3 et 4 et peut-être certaines, je sais pas, pousseront jusqu'à aller voir ou revoir le film, la parodie, donc à l'arme fatale, Loaded Weapon en anglais, qui est avec Emilio Estevez, quand même. Elle est Et dispo Samuel quelque L. part sur les Jackson. plateformes Non, Ok. Puis, moi, elle est dispo dans ma bibliothèque à DVD. Il y a rien de dispo sur la plateforme, quoi. Elle est dispo sur YouTube, voilà. Ça, Oh, ça, zut. ça fait 7 ans qu'on fait du podcast ciné et je pense qu'on n'a jamais vu un film sur une plateforme, quoi. Donc, Non, ou alors ils Si. disparaissent Ah, c'est faux, pile au c'est moment faux. où on doit les voir. Ça, C'est ça, ça. c'est vrai. c'est ça. La C'est durée vrai. du catalogue. Parce qu'ici, globalement, moi, je les ai en DVD, mais je les ai revus sur Netflix.
Ah oui, mais en Belgique, mais nous, on n'a rien, Même nous. Netflix. Hein. C'est- Moi, je viens à ton mariage juste pour voir L'Arme Fatale sur Netflix, en vrai. C'est ça. Après, je me barre. Et d'autres vont dire, moi je viens pour voir la F1 gratuitement sur l'RTBF, et puis voilà. Si tu pouvais faire un petit Netflix pour nous, tu vois, ça serait sympa. Soit vous verrez avec votre Airbnb. Hein. Ce qu'ils ont à compter Netflix. Est-ce qu'on peut avoir le chat parmi nous? Attends. Voilà, bon, on va peut-être terminer là-dessus que sur le chat parmi nous, qui était une blague. Parmi nous. Parmi nous. Allez, on va se dire au revoir avec... Oui, je pense qu'on n'est pas trop vieux pour ces conneries, et puis surtout le film ne l'est pas trop non plus. Hein. Non, Non. il faut regarder L'Arme Fatale. Oui, regardez ça, c'est très très bien. Au revoir tout le monde. C'est le chat qui joue de la guitare. Allez, ciao.